Y a-t-il des opportunités d'investissement dans les actions demandées par mes abonnés du canal Telegram? C'est ce que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous souhaitez demander votre analyse, rejoignez le canal Telegram. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé de la vidéo. Si vous souhaitez avoir un accès en avant-première à toutes les vidéos, vous pouvez devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Alors, comme d'habitude, comme chaque semaine, j'ai récupéré les actions qui m'ont été demandées par les abonnés. Il y en a une qui n'est pas dispo sur Investing Pro. D'ailleurs, vous avez 15% de réduction via le lien en haut à droite de l'écran si vous souhaitez vous y abonner. C'est l'action Blue Nord, mais les dispo sur Zone Bourse, donc on va aller regarder ça après. Sur Alic, on n'a pas les métriques ici, mais on peut aller regarder directement sur leur site puisqu'ils communiquent les métriques. La watchlist, on va en détailler les colonnes. D'abord, le nom de l'entreprise ici, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en euros, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation en valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio gros free cash flow, multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles, pour voir s'il y a une décote un peu sur capitaux propres tangibles, le PEG ratio plutôt pour les sociétés de croissance, la rentabilité opérationnelle via le rendement des capitaux investis, la rentabilité financière pour les actionnaires via le rendement des fonds propres, la dette nette sur EBITDA et la dette nette sur fonds propres pour évaluer l'endettement du dossier, le rendement du dividende et la sécurité de ce dividende en termes de payout ratio par rapport au free cash flow. Allez, on commence avec le premier dossier en termes de market cap. Il s'agit de Novo Nordisk. Vous devez la connaître. C'était une star des années, on va dire 2020-2024. Et ensuite, le cours c'est complètement craché. En cause, on a la compétition avec Eli Lilly sur la molécule GLP-1. Donc, le produit de Novo Nordisk, c'est le Wegovy, si je ne me trompe pas. Et celui de Eli Lilly, c'est l'Ozempic. Ou l'inverse, hein, je n'ai pas suivi de très près cette bataille-là, mais en tout cas, Novo Nordisk a ce problème qu'ils sont en train de perdre la bataille. Bon, donc on est, vous l'aurez compris, dans l'industrie de la pharma, donc attention, ça vient avec des risques spécifiques. La pharma, on a souvent des litiges, des procès à cause des effets secondaires de médicaments. On a aussi la falaise de brevets, c'est-à-dire que les molécules sont protégées pendant certaines années, pendant un certain nombre d'années, et puis au bout d'un moment, ça tombe dans le domaine public et les génériqueurs peuvent faire leurs propres molécules. Et donc, le but des laboratoires pharmaceutiques, c'est de renouveler constamment ce pipeline via de la R&D ou via des acquisitions. Donc, Novo Nordisk, c'est une société danoise. On est sur 147 milliards d'euros de market cap, on est en euros ici. On est sur une croissance qui est solide, 20% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Maintenant, les multiples, ils sont complètement revenus sur des niveaux, on va dire, normal en fait, pour les laboratoires pharmaceutiques. Si vous regardez, dans l'industrie, en valeur d'entreprise sur EBITDA, on est entre 8 et 10 en Europe. Attention, aux États-Unis, c'est plus cher. Donc, en fait, rien d'anormal. On n'est plus sur une star, on est sur une boîte qui est revenue, un laboratoire pharmaceutique qui est revenu dans le lot, en fait. Il y a des valorisations plutôt normales en réalité. Il n'y a pas une énorme décote, c'est juste qu'ils ont buzzé, on va dire, pendant un certain nombre d'années, mais à 8 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est dans la normale pour un laboratoire pharmaceutique. En dehors de ça, on a 40% de rendement des capitaux investis, c'est énorme, c'est très forte rentabilité opérationnelle, donc ça dégage quand même du résultat, ça crée de la valeur, c'est pas mal, et pas beaucoup de dettes au final, 0,7 fois les l'EBITDA en dette nette, 54% des fonds propres. Je pense qu'il y a un biais aussi, dites-moi en commentaire si vous suivez le dossier, et je pense qu'ils rachètent leurs actions pour les annuler. Il y a des plans de rachat d'actions, il y a du gros dividende aussi, 4,8% de rendement avec 88% des free cash flow. Donc ça a l'air élevé en termes de payout ratio, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une variation sur les free cash flow, soit en BFR, soit en CAPEX. À mon avis, c'est plutôt les CAPEX qui font que les free cash flow ont l'air plutôt bas comparé à d'habitude. Donc je pense que ce dividende est quand même sécurisé si on normalise les free cash flow. Donc pas de problème. Donc si vous faites de la pharma, c'est-à-dire en connaissant les risques spécifiques de la pharma, c'est intéressant de faire du nouveau maintenant, ne serait-ce que pour le dividende. Et puis, bon, il y a quand même une très bonne rentabilité. Peut-être qu'il n'y aura plus de croissance, ok, mais les multiples sont dans la médiane, donc sont dans la normale pour un laboratoire pharmaceutique. Donc, à ce stade, ça peut être intéressant de commencer à regarder du nouveau si vous êtes intéressé par l'industrie pharmaceutique. Ensuite, on est sur Mitsui. Alors Mitsui, c'est une analyse qu'on m'avait demandé précédemment, c'était pas la bonne que j'avais analysée. Ici, il s'agit de la banque japonaise. Donc, vous savez, le Japon, très rapidement, à partir de 85, ils sont partis en bulle financière, qui a complètement été éclaté en 89. Et puis ensuite, on a eu deux décennies perdues,
avec des plans de relance à partir de 2012 avec Shinzo Abe. Finalement, la banque centrale japonaise a été d'accord pour faire des quantitative easing et racheter des actions japonaises pour essayer de stimuler le crédit et de libérer un peu le bilan des banques rempli de créances pourries. Donc, à mon avis, c'était le cas pour Mitsui. Maintenant, ça repart au Japon, ça y est, il y a de l'inflation. Enfin, donc, peut-être que les banques vont à nouveau en profiter. On est sur 91 milliards d'euros de market cap, 12% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, forte croissance quand même. Et puis, on est sur du 20 en PER. Donc ça, pour une banque, moi, je pense qu'il vaut mieux avoir du 10, maxi. Alors, ça, c'est pour les banques européennes, qui sont très, très, très réglementées. Les banques américaines le sont un peu moins, donc elles peuvent avoir des multiples plus élevés. Je ne connais pas assez bien le panorama des banques au Japon, mais je pense que quand même à 20 en PER, ça reste cher. Le rendement des fonds propres, il a 11%, c'est rien d'extraordinaire pour une banque. On a un levier qui est énorme, au moins 10 fois les fonds propres. En levier, on peut s'attendre à quand même, c'est minimum 10%, mais minimum 10%, c'est pas top. Idéalement, 15% de rendement des fonds propres. Donc, si ça s'améliore sur les derniers trimestres et que c'est pas encore reflété sur le glissement annuel, bonne idée, mais je pense que là, c'est pas encore très qualitatif et c'est un peu cher en fait. On a un rendement du dividende à 2%. Pas excellent pour une banque. Et ça, c'est pas pertinent, puisqu'ici, ce sont les flux de trésorerie, mais pour une banque, il faut regarder par rapport au résultat net, puisque les free cash flow, ça n'a pas trop de sens comme métrique, vu que la matière première des banques, c'est évidemment l'argent. Donc, moi, je vois pas d'opportunité cliente sur Mitsui. Je peux me tromper, évidemment. Marriott, donc on est sur le leader mondial de l'hôtellerie de mémoire. Il y avait eu un split, il y a un spin-off, il y a peut-être une dizaine d'années, ils ont séparé la boîte qui faisait les murs, qui détenait les murs, et celle qui exploitait la marque Marriott. Celle-ci, je pense que c'est celle de la marque. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus. Mais donc, on est plutôt sur une boîte qui, à mon avis, n'est pas trop asset heavy, pas trop d'actifs. Dites-moi si vous savez. 73 milliards d'euros de market cap, 27% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc la croissance est solide quand même, voire très élevée. Est-ce que c'est la croissance externe? C'est possible. C'est ce genre de business qui est quand même assez mature. On fait des acquisitions pour consolider les parts de marché. Il n'y a pas de décote. On est à 22 en valeur d'entreprise sur EBITDA. On est sur 32 en PER, 37 en price to free cash flow. Donc c'est pas donné. Et c'est normal vu la croissance. Et en PEG ratio non plus. Idéalement, un PEG ratio, notre ami Peter Lynch, spécialiste des sociétés de croissance à prix raisonnable, aime bien avoir un PEG ratio en dessous de 2 fois. Donc vous payez 2 euros, 1 euro de croissance des bénéfices ici. Moins que ça, on aimerait avoir moins que ça, et c'est pas le cas ici, on est à 2,3 en PEG ratio, donc à mon avis, il n'y a pas trop d'opportunités. Alors on n'a pas les métriques de rentabilité, les Américains, ils sont en général très rentables, c'est pas un souci. Il y a quand même beaucoup de dettes, 3 fois et demi la dette nette sur EBITDA, donc s'ils ont de l'immobilier en face et du collatéral, c'est pas très dangereux, mais 3,5, c'est un peu lourd. Un petit dividende de 0,9%, 32% des free cash flow versés en dividende. Ce dividende peut augmenter, mais c'est pas très intéressant en termes de rendement vu que l'action est chère. Donc sur Marriott, moi je vois pas de décote, que ce soit pour de la value, pas un dividende intéressant, ni une décote en termes de croissance à prix raisonnable. Donc après, ça va être une boîte de croissance, c'est-à-dire que si la qualité est au rendez-vous et qu'il continue à délivrer, c'est très bien, mais vous n'avez pas de décote pour vous protéger. Donc il faut en tenir compte. Ensuite, CTP NV, société que je ne connaissais pas. C'est une société... alors NV, ça va être... soit c'est néerlandais, soit c'est belge, mais je pense qu'ils sont aux Pays-Bas plutôt. En tout cas, c'est une boîte spécialisée dans le développement immobilier. Alors, ils ont l'air de faire quand même des choses qui sont plutôt niche. Real Estate Solutions. Donc, ils font des usines, j'ai l'impression. Ils font les centres logistiques, etc. Donc, c'est bien, c'est pas du résidentiel. C'est mieux quand même de faire plutôt de l'industriel. En zone euro, avec les plans de relance, etc. Enfin, en Europe, avec les plans de relance, etc. Surtout qu'ils ont l'air d'être quand même... plutôt pas mal en Europe de l'Est, zone géographique où il y a quand même encore de la croissance manufacturière. Intéressant. Alors, regardons les chiffres ici. On est sur 8 milliards d'euros de market cap, 21% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. La croissance est solide. On est sur des multiples de croissance, 24 en valeur d'entreprise sur EBITDA, donc 7 en PER, mais vu la différence avec la valeur d'entreprise sur EBITDA, là, ça sent l'exceptionnel. Ils ont dû faire une grosse session, quelque chose qui a impacté leur résultat net. D'un point de vue valorisation du flux opérationnel, c'est quand même très cher. On a 10% de décote sur actifs tangibles. Bon, pour l'immobilier, ça se voit souvent, ce genre de décote. Donc, il faut voir, il fallait creuser dans les rapports financiers la validité de cette décote affichée sur le screener. Est-ce que c'est
des actifs tangibles, de l'immobilier qui est vraiment moins cher qu'au bilan, ou enfin, il faut regarder, réévaluer par rapport au marché, quoi. Rentabilité opérationnelle faible, 3,2% de rendement des capitaux investis, mais rentabilité financière pas mal, 14 en rendement des fonds propres, donc ça c'est pas trop mal. Beaucoup de dettes à signaler, donc en fait c'est plutôt une boîte. Est-ce que c'est plutôt une rate en réalité, parce qu'il y a beaucoup de dettes, et on a 100% des fonds propres, à moins qu'il y ait un problème sur les EBITDA, donc à vérifier. On est à 3,9% de rendement du dividende, 22% des free cash flow sécurisés, ce dividende. Voilà, pourquoi pas, mais c'est un dossier plutôt de croissance, et il ne semble pas y avoir de décote, même d'un point de vue croissance. Alors, le PEG ratio ici est négatif, ce qui veut dire que les analystes s'attendent à une baisse des bénéfices. Bon, pas ultra convaincu par ce dossier. Allez, ensuite, on est sur Halyk Bank. Hop, alors, on n'a pas les métriques qui sont affichées, mais c'est une banque, alors c'est kazakh, donc attention avec ces zones géographiques quand même. Ce genre de banques, ils sont en dehors des systèmes du Common Reporting Standard, donc les systèmes qui permettent aux banques occidentales de communiquer entre elles et d'être surveillées au final par le fisc américain. Donc ça, évidemment, ça va être sympathique pour des gens qui cherchent à exporter des capitaux des zones un peu sous sanction, par exemple la Russie. Peut-être que ce genre de dossier est un peu risqué quand même. On est donc ici, ce que ça nous affiche, que c'est un DRC, je pense que c'est une sorte d'ADR, c'est un similaire. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez accéder à ce type d'instrument. Est-ce que vous y avez accès sur sans doute peut-être Interactive Brokers, qui a la couverture la plus large, sur un broker classique? À mon avis, ça va être dur à acheter, ce dossier. Alors les chiffres qui sont communiqués directement sur le site, c'est intéressant quand même, évidemment. On est sur un rendement du dividende à 14%. Et en rendement des fonds propres, alors le A, ça doit être ajusté, il faut voir comment ils ajustent le truc, à 33%. Pour une banque, c'est excellent, puisqu'on doit être au-dessus de 15% vu le levier, mais eux, ils sont bien au-delà de ça, à 30%. Donc, bonne rentabilité. À mon avis, est-ce qu'ils indiquent aussi la croissance? Ils n'indiquent pas la croissance des dépôts, par exemple. Bon, j'imagine qu'ils gagnent pas mal ils collectent pas mal de dépôts. Attention, on est sur le rating de crédit de cette banque, c'est triple BB-. Ça reste du investment grade, c'est pas la top qualité non plus. Bon, donc ce genre de dossier, pourquoi pas, c'est vraiment à mon avis, de la deep value. Il faut voir s'il y a une décote sur actifs tangibles. Pour ça, il faut aller dans les rapports financiers. Et voilà, malheureusement, ce genre de dossier, en fait, si vous le demandez pour l'analyse, moi je regarde sur Investing Pro, il n'y a pas les données, donc c'est un peu compliqué à analyser. Contro, c'est une boîte qui est spécialisée dans l'IoT. Donc, c'est une boîte allemande, plutôt une mid cap, qui fait du hardware en fait pour tout ce qui est IoT. Donc, on va dire que c'est une boîte qui est quand même corrélée au cycle industriel, mais aussi à la thématique électrification de l'économie, IA aussi, je pense. Donc, plutôt diversifié, c'est pas mal. Hop, je me remets ici. Alors, c'est pas du coup, c'est un veste informatique, c'est de l'IoT, ça n'a rien à voir. 1,3 milliard de market cap. On est sur 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, ce qui est plutôt pas mal. 23 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 10 en PE, 21 en price to free cash flow. C'est quand même pas cher. Pareil, le PER, à mon avis, les bénéfices sont impactés par de l'exceptionnel, à mon avis, qui est non récurrent, donc il faut peut-être pas en tenir compte. Une valorisation 23 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas donné, mais on a un PEG ratio qui est à 0,15, qui indique que vous payez 15 centimes, 1 euro de croissance des bénéfices supplémentaires. Plutôt pas mal. Donc ici, c'est une boîte avec une croissance high single digit, et qui est plutôt sous-valorisée, cette croissance. En revanche, la rentabilité opérationnelle, c'est pas encore top. On a 4,5 en rendement des capitaux investis, mais on a un rendement des fonds propres qui a 21%. Ça doit venir du levier qui est engagé, en tout cas, ou des participations mises en équivalence. Donc ça se retrouve dans le compte de résultat de l'entreprise. On a 3 fois la dette nette sur EBITDA, c'est un petit peu élevé comme levier, attention, et 2,7% de rendement du dividende, 59% des free cash flow. Voilà, dividende plutôt médian, un payout ratio qui est un peu élevé, mais bon. Donc il n'y a pas de décote, à part si on regarde au niveau croissance. C'est pas une croissance fulgurante non plus, mais 9% c'est pas mal. À voir si c'est un organique, mais je le pense pour ce secteur. Donc 0,15 c'est pas très cher, donc peut-être intéressant aussi dans une optique croissance à prix raisonnable. Ensuite, on est sur Voltalia. Voltalia, c'est un spécialiste du renouvelable, donc de l'éolien et du photovoltaïque. Bon, ce genre de business model, pour avoir été actionnaire de Ruby avec Photosol, ce genre de business model, ça demande beaucoup de capex, beaucoup d'investissement. C'est pas très rentable. L'avantage, c'est que ces acteurs ont accès à la dette qui est à un taux d'intérêt un peu moins élevé, puisque ce sont des acteurs qui sont ESG, donc qui sont favorisés par les banques.
Mais en dehors des subventions et des taux un peu bonifiés, je ne suis pas sûr que ça soit très très rentable ce genre d'activité. Donc on regarde, hop, les chiffres, 822 millions d'euros de market cap, 20% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 22 en valeur d'entreprise sur EBITDA, résultat négatif, free cash flow négatif, donc pas bon. On n'est pas encore sur une boîte qui a franchi son seuil de rentabilité, donc ce genre de dossier, c'est spéculatif. On est sur une rentabilité qui n'est pas encore prouvée, encore moins en résultat net, et il y a beaucoup de dettes à signaler, 15 fois la dette nette sur l'EBITDA. Bon, ça vient du fait aussi que l'EBITDA est ridicule. En revanche, en dette nette sur fonds propres, on a 228%, c'est inquiétant. Donc Voltalia, si vous voulez faire joujou et spéculer, ça peut être intéressant. Sinon, je pense qu'il faut passer son chemin. Ou alors, vous pouvez faire une valorisation avec un tableau de flux de trésorerie, une actualisation de flux de trésorerie. Vous pouvez le faire via Fiscal AI, par exemple. Vous avez le lien avec 15% de réduction dans le commentaire épinglé de cette vidéo si vous souhaitez utiliser le logiciel. Et donc dans ce cas-là, il faut raconter votre propre histoire, donc c'est-à-dire modéliser la croissance de cette boîte, savoir quelles vont être ses marges cibles, pour l'instant les marges sont négatives, et quel va être le taux de réinvestissement. Donc les taux de réinvestissement sont très importants sur ce genre de boîte, puisque c'est très intensif en capital. Voilà. Et avec ça, vous avez votre actualisation de trésorerie et votre objectif, on va dire, de cours. Et après, ça dépend fortement de vos hypothèses, donc on peut beaucoup se tromper sur ce genre de dossier, c'est pour ça que je pense que c'est spéculatif. Allez, ensuite on est sur SAF Hollande. C'est une société qui est spécialisée en fait dans les équipements pour camions, donc elle est un peu corrélée au cycle industriel, et elle est un peu dans le secteur aussi, corrélée au secteur du cycle logistique, on va dire, si ça a du sens. Donc plutôt pas mal, c'est un dossier qui était dans le fonds Europe d'indépendance AM de mémoire, ils l'ont sorti, je crois. Donc regardons ça, hop, je me remets ici, on est sur 779 millions d'euros de market cap, c'est une boîte qui est cotée, je ne sais plus. Je crois qu'elle est cotée. On doit avoir l'idée ici, hop, DB. Donc ça va être Deutsche Börse. Donc ça va être coté en Allemagne, le SAF Hollande. 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. 6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 14 en PE, 7 en free cash flow. Pour moi, c'est plutôt value comme dossier. On est sur 7,1% de rendement du capital investi. C'est un secteur qui est une boîte qui est plutôt intensive en capital. C'est un peu juste pour gagner son coût moyen pondéré du capital, mais à la marge, je pense qu'il crée un petit peu de valeur. On est à 2,4 fois les EBITDA en dette nette et 111% des fonds propres. Il y a quand même pas mal de dettes. Donc ça, ce serait bien qu'ils se désendettent un petit peu. 4,9% de rendement du dividende et 33% de payout ratio en termes de free cash flow. Sympathique, ce dividende. Voilà. Donc là, vous avez un dossier plutôt... c'est un peu cyclique, mais au niveau dividende, c'est bien sécurisé. Et il y a un petit peu de croissance quand même, et c'est value. Non, donc je pense que SAF Hollande, ça peut se mettre en watchlist value PEA d'ailleurs, c'est éligible au PEA. Et puis pourquoi pas se creuser plus en détail pour se mettre en portefeuille value. Intéressant. Dossier suivant, Scandinavian Tobacco Group. Donc vous êtes dans le tabac ici. Le tabac, c'est une industrie qui est en maturité, voire en liquidation. La consommation de tabac dans le monde, en tout cas en Occident, est en déclin. Après, dans le monde émergent, je pense qu'elle doit être stable ou en légère augmentation, mais au global, elle est plutôt en déclin. Donc c'est le genre de business qui va générer d'amples free cash flow pour rémunérer ses actionnaires. Donc ici, hop, je dois confirmer que j'ai 18 ans, évidemment, puisque c'est du tabac. Alors, on est, société qui exploite des champs de tabac et qui produit du cigare, tiens, plutôt. Ok, c'est, voilà. Il y a des considérations éthiques aussi sur ce genre de business. 717 millions d'euros de market cap, c'est coté, du coup, c'est une boîte qui est suédoise de mémoire. On est à, alors, je sais pas si c'est la cotation, mais je crois que c'est suédois. On est sur 2,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, quand même, petite croissance. 6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 8 en PE, 9 en price to free cash flow. Donc ça a l'air value comme ça l'est un petit peu, mais c'est normal, il n'y a pas beaucoup de croissance. Après, la rentabilité est bonne, mais si vous regardez des américaines, si vous regardez Philip Morris par exemple, ou Altria, les rentabilités sont bien plus élevées que ça. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'ils sont moins performants que les concurrents, j'ai l'impression. 7% de moins de capital investi, c'est pas extraordinaire. 3,1 une fois les bidas net, c'est plutôt relativement élevé comme endettement, attention. Et je pense qu'ils ont peut-être un bas de cycle sur le bidas. 6,6% de rendement du dividende avec un payout ratio au-delà de 100%. Attention, ça, c'est pas très sécurisé en réalité. Normalement, on doit avoir sur cette industrie une boîte qui a de la trésorerie nette, une rentabilité énorme, puisqu'ils ont un pricing power excellent, et sans réinvestissement en fait, quasiment.
Et donc là, c'est pas très qualitatif hein, pour une boîte du tabac. Hein. Encore une fois, si vous regardez Altria, les métriques sont quand même beaucoup plus attractives, hein, par exemple, ou même les Japonais. Hein, je crois que c'est Japanese Tobacco Group. C'est quand même plus qualitatif. Donc là, je suis moyen convaincu par ce dossier. Ensuite, on a Parrot. Donc Parrot, c'est une boîte qui est spécialisée dans les drones. Donc c'est évidemment une thématique à la mode avec les plans d'armement, la défense, etc. On est sur 247 millions d'euros de market cap. Alors, quasiment pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Est-ce que c'est qu'il n'y a pas eu de croissance en organique? Est-ce qu'ils ont cédé des activités? Je ne sais pas. En revanche, EBITDA négatif, résultat négatif, free cash flow négatif. On est sur une rentabilité négative, vraiment il faut propre négatif, un petit peu de dette, évidemment, on est en dette nette, non, il y a du cash. C'est contre-intuitif, hein, mais en fait, ce ratio est positif parce que l'EBITDA est négatif. Donc en fait, il y a de la trésorerie nette. Donc ils ne vont pas faire faillite immédiatement, mais voilà, vous êtes sur un jouet spéculatif, donc passez votre chemin. Pas très intéressant ce dossier. Et ensuite, on a un dossier qu'on m'avait demandé qui s'appelle Blue Nord. Donc on est sur une société qui est norvégienne, spécialisée dans l'exploration, production de pétrole, si je ne me trompe pas. Et si on regarde un peu les chiffres rapidement, on est donc sur une boîte qui continue à faire de la croissance. Ils sont en croissance en tout cas depuis sur 2025. On a des taux de marge ici, qui sont dignes du pétrole, hein, donc un taux de marge d'EBITDA de 51% et un taux de marge opérationnelle à 27%, on est plutôt pas trop mal. Donc c'est une boîte qui a des bonnes marges. En même temps, à mon avis, ils vont profiter aussi du haut de cycle sur les prix du pétrole. Une rentabilité avec un rendement des fonds propres qui est alors 11%, c'est pas mal en 2025 pour une pétrolière, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Ils reviennent d'un niveau négatif, ils ont fait des pertes en 2024, mais ça a l'air d'être des pertes plutôt comptables, hein, parce que en termes de free cash flow, on est sur des free cash flow. Alors on n'a pas la donnée, donc voilà, ça complique un peu la tâche, mais de mémoire, on était sur des free cash flow qui étaient positifs. Donc c'était plutôt une histoire de pertes exceptionnelles sur Bunor. Et donc au niveau rentabilité, c'est pas mal, 25% projeté sur 2026. Et on a un levier qui est en diminution. Alors il était relativement élevé en 2024. Ils se sont désendettés 2 fois en termes de dette nette sur EBITDA en 2025. Bon, et le désendettement se poursuit. Donc pourquoi pas. Et ensuite, vous avez un dividende par action qui est relativement élevé. Alors, on est sur un rendement du dividende. Hop, ils doivent nous l'afficher ici. Ça, c'est vraiment du dividende, je pense. C'est 24%. Donc, c'est une typique, le genre de boîte qui vous dégage du free cash flow énorme. Parce que là, il y a un haut de cycle pétrolier qui s'amorce. C'est un peu comme VAR Énergie. Je ne sais pas si vous connaissez ce dossier-là, mais en tout cas, c'est un dossier aussi scandinave dans le pétrole et qui est très profitable. Donc, pourquoi pas, hein, vous le savez, je suis plutôt positif hein, sur le pétrole sur 2026. J'en ai bien profité avec Morel et Prom. On peut avoir du Total Energy, ce qui marche bien, et puis après des actions un peu plus niche, comme celle-ci par exemple, qui finalement va profiter de ce haut de cycle et générer du gros free cash flow qui va être rendu sous forme de dividende. Et voici pour cette revue des actions abonnées. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est à mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.